Si que pour les problèmes, j'attends que les gens me contactent. Je ne peux pas savoir si vous avez juste pas encore commuté les choses. Alright. Donc, on commence aujourd'hui. On a deux derniers sujets à couvrir sur les principes de React. Et après ça, on va aller regarder le travail, le projet de React. Donc, comme je vais parler, le projet de React, on se donne la semaine prochaine pour travailler là-dessus. Puis en revenant de la semaine prochaine, donc les deux prochains cours de jeudi et vendredi de la semaine prochaine vont être complètement dédiés pour que vous puissiez travailler sur ce projet-là en équipe. Puis quand on va revenir le jeudi d'après, on va prendre des rendez-vous avec moi pour que vous puissiez présenter votre projet, puis qu'on puisse l'annoter, le rectifier, puis après ça, on va pouvoir commencer notre deuxième partie de cours qui va traiter sur Express et un serveur qui fait la logique de business, le business logic. Fait que aussi, tantôt, on va créer les différentes équipes, voir comment est-ce qu'on fait ça avec GitHub pour être certain de bien partir pour notre petit projet. Excellent. Donc, le principe, premier sujet de la journée, le conditional rendering ou l'affichage conditionnel. Donc ici, il n'y a pas de nouvelle matière, là, c'est pas comme les states ou les props qu'on a vus. C'est plus une méthode de pensée, un remaniement des connaissances qu'on a déjà dans React pour bien comprendre tout ce qui est possible avec le JSX, avec les components, puis avec React en général. Donc, le principe ici, c'est qu'on va pouvoir utiliser des conditions pour décider de l'affichage dans notre application. Fait que si on commence, puis on se donne deux gentils components. Hein? Donc, on a deux components. On a user greeting, puis on a guest greeting. OK, donc ici, on connaît que c'est des function components, ça a des props, on les utilise pas en ce moment, là, mais le principe c'est qu'on peut l'avoir quand même si on ne l'utilise pas. Puis on voit ici qu'on retourne du JSX, une balise H1 qui dit welcome back, puis dit l'autre qui dit please sign up. Puis on sait qu'on peut utiliser ces components-là dans une application au besoin. Puis ça va faire apparaître cette partie-là. Puis je peux changer dans mon app, faire apparaître l'autre, ça fait apparaître l'autre. Jusqu'ici, il ne devrait avoir rien de trop fancy qui vient par rapport à ça. Donc ici, le principe, c'est que je peux avoir un troisième élément qui va utiliser une propriété et qui va déterminer, dépendamment de la propriété, est-ce que je renvoie un ou l'autre. Si je veux utiliser celle-là, donc on se donne un instant, on regarde le code qu'on a là. On a le user greeting, on a le guest greeting. Ces deux components-là sont utilisés comme return dans le greeting général. Le greeting général, lui, ce qu'il utilise, c'est le is logged in, est-ce qu'il est à vrai ou à faux, puis il va décider qu'est-ce qu'il retourne. Parce que quand on a un return, ça l'arrête tout de suite. Là. Donc ici, c'est comme si c'était le else, c'est juste un raccourci syntaxique de ne pas avoir le else en ce moment. Aussi, si on voulait faire ça autrement, on peut voir ici qu'il y a une variable intermédiaire qui est créée en ce moment. On avait vu qu'on peut utiliser le object deconstruction pour faire ça ici qui va être la même chose que qu'est-ce qu'on vient d'écrire. Donc, ici, là, je le laisse en commentaire, mais les deux sont équivalents. Là.
avec le Object Deconstruction, je peux prendre ça ici qui est un objet JavaScript, dire va chercher à l'intérieur la propriété isLoggedIn, créant une variable qui s'appelle isLoggedIn, puis assigne-lui ce résultat-là à cette variable-là. Donc cette ligne-là est compactée à l'intérieur de cette appellation-là. Okay, c'est synonyme. Ça fait la même chose derrière les rideaux de JavaScript. Fait que, on a ici le greeting qui regarde le isLoggedIn puis qui va faire afficher le bon component. Fait que si je veux tester ça, là, à quoi ça va ressembler notre affaire? On a notre greeting ici qui va utiliser la propriété isLoggedIn. Puis celui-là s'attend à avoir quelque chose de vrai ou faux. Fait que si on retourne, on regarde ça. Si le isLoggedIn est à false, ça dit please sign up. Si on a le logged-in qui est à true, ça dit welcome back. Donc, on a ici, on a le user greeting, le guest greeting qui va être réutilisé dépendamment de quelle valeur a été envoyée. Fait qu'on a une conditionnelle, on est capable de faire ça. Comment est-ce que ça fait pour être capable de travailler avec ça d'une manière plus dynamique? Hein? Parce que là, j'ai moi-même mis true, j'ai moi-même mis false. C'est un peu un peu à un niveau bizarre, là, parce que c'est moi qu'il faut que je change manuellement dans mon code. On va essayer de faire en sorte que ça soit un petit peu mieux. Donc, on va avoir le même principe où je vais me créer, dans ce coup-ci, des boutons. OK, donc deux boutons, un qui s'appelle login, un qui s'appelle logout, puis les deux qui utilisent une propriété onClick. OK, fait que si on regarde le principe ici, c'est que on a le onClick. On avait vu que quand on a un bouton, on a le onClick. Qu'est-ce qui est à l'intérieur? Il faut que ça soit comme une fonction qui va être invoquée. Puis là, la fonction qui va être invoquée, je dis, ben gars, je ne sais pas c'est quoi à ce moment-là. Je vais aller regarder dans mes props c'est quoi pour savoir qu'est-ce que j'ai besoin d'invoquer comme élément. OK? Puis là, ce qu'on va faire, c'est on va faire un peu la même chose que on a besoin de faire dans notre exercice de cette semaine. OK? Puis on va aller travailler avec un state qui est à un niveau plus haut que qu'est-ce qu'on en a besoin. Fait que le principe ici, c'est que quand je set le onClick, je ne sais pas qu'est-ce que je vais cliquer. Fait que moi, je me fais un élément supérieur. Hein? Donc en ce moment, on a le login control. Puis dans le login control, on va avoir soit le login button, soit le logout button, mais ils sont à l'intérieur de notre ensemble de login control. Fait que ici, si on regarde qu'est-ce qui se passe, on a notre state. Hein, donc, on sait que quand on veut avoir une variable qui va être utilisée, quand on veut avoir un état, hein, quand on veut avoir une information sauvegardée dans mon application qui va avoir des répercussions sur l'affichage, je peux utiliser le useState. Que ça nous donne la variable en lecture seule, ça nous donne la variable que je peux utiliser, la fonction que je peux utiliser pour modifier cette variable-là. Que je peux voir ici que je me suis créé juste deux fonctions qui vont faire le setLogin à true ou setLogin à false. On a ici le bouton isLoggedIn, okay, qui va détecter est-ce que je suis logged in ou pas. Puis si je suis logged in, ben, je vais avoir une variable intermédiaire. Donc, encore une fois, ici, qu'est-ce qui est intéressant de voir, c'est que du JSX, okay, je peux le retourner, je peux le mettre dans une variable. Hein? Donc, c'est une expression, le JSX. De la même manière qu'on a vu qu'on avait des expressions qui étaient des fonctions, le JSX, on peut sauvegarder quelque part, puis le réutiliser par la suite. Fait que, on peut voir ici qu'on réutilise en fait notre greeting de tantôt. Si on regarde qu'est-ce que ça nous donne quand on login control, quand on le fait au complet. Fait que si je regarde, hein, qu'est-ce qui se passe?
j'ai mon login control qui est mon component principal de mon app. Okay? Dans le login control, qu'est-ce que j'ai dans mon return? Dans mon return, j'ai le greeting. Donc, le greeting, lui, va utiliser une information de isLoggedIn qui est initialement à false. Puis, le greeting qui est à false, si je remonte à greeting, ben lui, il va regarder est-ce que je suis logged in. En ce moment, c'est à false. Fait qu'il va sauter par-dessus ce if-là. Puis, il va aller afficher le guest greeting. Donc, ça va afficher le please sign up. On constate qu'on a le please sign up d'afficher ici. Ensuite, on a la suite de notre affaire. Donc, ça, c'était l'affichage dans login control. On a le greeting. Puis, dans le greeting, il y avait le logged in greeting. OK? Puis ensuite, on a l'affichage du bouton, la variable bouton. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans la variable bouton à ce moment-là? Ben, ça va dépendre de qu'est-ce qui s'est passé dans cette conditionnelle-là. Dans cette conditionnelle-là, ça me dit est-ce que je suis logged in? Si je ne suis pas logged in, ben, je mets le login button. Puis le login button, je lui envoie que quand tu vas cliquer dessus, donc le login button, quand tu vas cliquer dessus, qu'est-ce qui va se passer? Ça va faire le handle login click. Le handle login click va changer la valeur de logged in à true. Et si je regarde, qu'est-ce qui se passe quand je vais cliquer dessus? Je clique, puis soudainement, mon état change. Hein? Le set is logged in a été assigné à true, donc ça change ma valeur. En changeant ma valeur, ça vient refaire toutes ces étapes-là qui a besoin de is logged in. Fait que à ce moment-là, le is logged in est à true, ça devient le logout button, puis avec le greeting, avec le is logged in à true, ça me dit welcome back. Ici, point intéressant, quand vous allez commencer à développer des applications par votre propre personne, il va être intéressant d'aller chercher ici des extensions qui vont pouvoir nous aider. Okay? Donc ici, on peut aller chercher le React Dev Tools. Okay? Donc les React Developer Tools vont nous permettre d'avoir des options additionnelles pour débugger notre application. Fait que si on regarde, on va installer ça, Add to Chrome, merci, Add Extension. Puis on peut voir ici qu'on a dans nos extensions les React Developer Tools qui sont maintenant disponibles. Les React Developer Tools, qu'est-ce qu'ils vont faire? Quand on a une page avec React, il va détecter que la page est avec React, puis il va nous donner des options additionnelles dans... comme je ne sais plus c'est quoi le Python automatique pour aller dans notre ami le Developer Console. Donc, on a ici les différentes consoles où c'est qu'on pourrait avoir le console log et ainsi de suite. Puis quand on a les React Developer Tools, on va avoir ici un élément additionnel dans la liste qui va être la liste des components. Donc quand on va avoir la liste des components, on va pouvoir avoir ici la liste de tous les éléments, puis toute l'architecture de mon application. Je peux voir en ce moment, j'ai mon application qui est le app. À l'intérieur du app, j'ai le login control. En ce moment, attends, on va juste revenir pour que ce soit pas. Donc, le login control. Le login control qui est cette partie-là ici. Dans le login control, qu'est-ce qu'il y a? En ce moment, j'ai un guest greeting, puis j'ai un login button. Puis dans le greeting, il y a un autre sous-component qui est le guest greeting en ce moment. Donc, on peut vraiment voir chacun des éléments, chacune des fonctionnalités qui viennent avec. Non seulement ça, si je sélectionne un des components, donc mon login control en ce moment, utilise un state. On va pouvoir le voir directement à l'intérieur de ce qu'on appelle les hooks de l'application. Donc, je peux voir ici que, en ce moment, dans mon login control, le state est à false. Même principe, quand je regarde des components qui vont avoir des props, je vais pouvoir aller regarder les différents props de manière en temps réel.
Fait que ici, si je clique sur Login, on peut voir que ça vient de changer à True. On peut voir que le state a changé à True. OK? Donc, on peut aller regarder, débugger, OK? Tout ce qui se passe à l'intérieur de notre application de React avec les React Developer Tools. Excellent, excellent, excellent. OK. On a ça d'établi. Quand on utilise ces différents éléments-là, on peut avoir beaucoup de raccourcis possibles, OK, par rapport à ce qu'on est en train de faire. Donc, ici, mon bouton, je pourrais utiliser à la place, OK, l'opérateur de condition ternière pour être capable de faire la même chose. Donc, ici, à la place du if, je peux dire button, c'est égal à, ça va dépendre de is logged in. Fait que je mets un point d'interrogation. Si c'est vrai, je sais que c'est supposé être ça. Si c'est faux, je sais que c'est supposé être ça. Fait que avec ça, ça nous permet de enlever ce bout de code-là. Okay? Ça devient la même chose. Donc ici, on a un élément intéressant où qu'est-ce que j'ai? Hein? Le Python marche de la même manière. Toute mon application est toujours fonctionnelle. Autre chose, si on veut voir comme les différentes manières de faire les choses, on avait vu que des fonctions, ça peut être des expressions. Hein? Donc, on avait vu que je peux dire let cette affaire-là, ça devient un égal, et je peux utiliser le arrow function pour représenter la même chose. Quand on a juste une opération à faire, je peux même faire fi des accolades. Donc, ça peut devenir quelque chose de même. Puis, si on l'utilise juste à un endroit, ben ici, c'est comme si j'ai une variable, mais qui est juste une variable intermédiaire. Fait que je peux juste prendre cette partie-là de code et la copier et faire fi de cette partie de code-là. OK, donc ici. Hein? Puis si on continue dans cette belle lancée-là, on peut y aller de la même manière ici, dire ça aussi, ça va être un arrow function. Puis le arrow function, j'ai juste besoin d'avoir l'assignation que je veux ici. On peut donc enlever cette affaire-là. Puis à ce point-ci, on a le bouton, hein? Mais encore une fois, le bouton, c'est une expression que j'assigne, puis que j'utilise juste une fois après. Fait qu'ultimement, je peux prendre tout ça. Et ici, j'ai pas besoin des points-virgules, par exemple, parce que c'est juste une instruction. Je peux prendre tout ça, juste la partie d'expression, dire, ben en fait, c'est ça que je vais assigner ici. Là, j'ai plus besoin du tout de l'intermédiaire bouton. Oui. Non, aucunement. Ici, je vais laisser un point-virgule. Fait que, on a ici, ça fonctionne toujours, puis j'ai enlevé 20 lignes de code. Fait que ici, j'ai juste utilisé toutes les connaissances de JavaScript qu'on a vues au premier cours. Hein. Ce que j'ai ici, c'est un opérateur terniaire qui me permet d'assigner quelque chose, qui me permet de trouver une réponse dépendamment d'une condition. Donc ça ici, je sais que c'est un vrai ou faux. Fait que ça ici, ça fait en sorte que si cela c'est vrai, ça retourne ça, ça évalue à ça. Ou sinon, ça va évaluer à ça. Fait que c'est ça qui me donne comme le vrai ou faux. Après ça, dans les onClick, j'avais besoin d'envoyer des fonctions. Et quand j'ai besoin d'envoyer une fonction, je peux envoyer une expression qui est une fonction.
Puis une expression qui est une fonction, je peux l'écrire en tant que arrow function. Vous savez que j'ai la liste des paramètres, là en ce moment il n'y en a aucun. Puis j'envoie l'instruction, il y en a juste une dans ce cas-ci, de qu'est-ce que je veux faire. Si on continue à mettre les choses dans toute leur lignée, on avait fait la première chose ici avec le isLoggedIn, on peut donc faire le même principe ici. Okay? À place d'avoir le isLoggedIn avec le if-else, je peux utiliser l'opérateur ternaire, dire isLoggedIn, point d'interrogation. Si c'est vrai, je veux le user greeting. Si c'est pas vrai, je veux le guest greeting. Ça me permet d'enlever toute cette partie-là. On repart notre application. On voit que ça fonctionne toujours. On est content. OK, donc quand on travaille, puis quand vous allez regarder du code de React, il faut non seulement comprendre les différents mécanismes de React, mais il faut aussi comprendre toutes les fancy affaires que JavaScript nous permet de faire. Pour être capable de regarder ce code-là, puis ne pas capoter. OK, donc c'est pas nécessaire de le comprendre tout de suite. Mais ce qui est nécessaire, c'est qu'on ne peut pas capoter devant du code. Il faut se dire, OK, je vais le prendre une étape à la fois. Hein, c'est ça que l'ordi fait. Je suis capable de décortiquer ça. Fait que là, je regarde, je dis, OK, je vois que c'est un return. Je vois que c'est un return avec du JSX. Je vois qu'il y a un premier component. Ensuite, je vois qu'il y a... Attends, si on le met ici... je vois qu'il y a des accolades. Ça veut dire que c'est du code qui est évalué. OK, je vois qu'il y a un point d'interrogation. Ça, c'est un opérateur ternaire. Fait que ça va regarder si ça, c'est vrai ou faux. Si c'est vrai, OK, ben je vois que c'est un autre component. Si c'est faux, je vois que c'est l'alternative de l'autre component. Fait qu'on a cette prémisse-là qu'il faut faire attention quand on travaille avec React. Il y a beaucoup de manières de synthétiser les mêmes genres de problèmes, les mêmes informations. Et il faut être capable de naviguer les différentes versions possibles. Alright. Fait que ça, c'était notre premier sujet de la journée avec le conditional rendering. On va ensuite regarder notre deuxième sujet qui est les listes à l'intérieur de React. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à l'intérieur du devoir de hier, il y avait un... ben, j'espère que vous avez remarqué qu'il y avait une liste déroulante qu'il fallait construire. Dans la liste déroulante, ben, il y avait différents éléments à rentrer, mais tu répétais beaucoup l'option. Là, c'était option 1, option 2, option 3, ou option Charmander, Squirtle, Bulbasaur. Fait que le principe ici, c'est qu'on aurait pu mettre ça dans une book for ou quelque chose qui me permettait de répéter les différents éléments. Fait que pour être capable de faire ce genre de choses-là dans React, il va falloir premièrement comprendre une fonction qui est dans la majorité des langages modernes, qui est la fonction map. Si je vous parle de la fonction map, est-ce que ça vous dit quelque chose? J'attends une réponse, là, malheureusement. Il faut avoir un petit peu d'interactivité dans notre vie. Là. Nope, ça ne vous dit rien. Excellent. Ça veut dire que je peux faire ma job et enseigner. Donc, on va aller regarder qu'est-ce que ça implique, quand est-ce que je veux l'utiliser et qu'est-ce que ça mange le matin. Fait que, on va commencer en écrivant un fichier JavaScript externe. Fait que là, on prend une parenthèse ici, là, OK? On arrête de penser en React, on retourne à notre vie de purement JavaScript. OK? Fait que on se donne ici une liste. Puis ce que je veux faire, c'est être capable de prendre chacun des éléments de cette liste-là, de me créer une nouvelle liste, puis qu'à l'intérieur de tous ces éléments-là, je vais avoir le double des valeurs initiales. Et je veux que ça me donne 2, 4, 6, 8, 10. Qu'est-ce que je vais faire? Ici, je pourrais me faire
une nouvelle liste. Je veux juste ça. J'oublie mes pitons. Ensuite, je pourrais me faire une book for. OK. Ici, tu serais capable de me faire ça, toi, là? Juste un for. OK, bon. Hein, ça, on devrait être capable de... On devrait être capable de voir qu'est-ce qui s'en vient ici. Là, hein? Donc, on va dire, je veux dans New Numbers, je vais vouloir push, puis dedans, je veux le Numbers de I fois 2. Numbers avec un S. Fait que si je roule cette affaire-là, fait que là en ce moment on n'est plus en React, on est purement en JavaScript, fait que je peux le rouler directement comme on a fait dans le premier cours. Je peux voir ici que ça m'affiche le new numbers, ok, de la bonne manière. Fait que ça ici, cette prémisse-là, là, où c'est que j'ai une liste d'éléments initiales, puis je veux me créer un tableau de même taille que la liste initiale, mais que je veux appliquer une transformation sur chacun des éléments. Dans ce cas-ci, la transformation, c'est assez simple, là. Ça fait x2. Mais le principe de dire j'ai besoin d'avoir ça, c'est quelque chose qui est extrêmement commun dans la majorité des problèmes en informatique. Fait que, étant les programmeurs lâches que nous sommes, on s'est créé des raccourcis pour être capable de nous faciliter la vie pour ces genres de problèmes-là. C'est quoi ce raccourci-là? C'est la fonction map. OK? Donc, qu'est-ce que ça fait, la fonction map? Ça me permet de créer un nouveau tableau. OK? Populé avec les résultats d'une fonction sur chacun des éléments d'un tableau initial. Hein? Fait que c'est exactement ce qu'on vient de faire. Juste pour bien représenter comment est-ce que map fonctionne, je vais me faire une version encore plus exhaustive de qu'est-ce que je suis en train de faire. OK? Donc ici, à la place de dire numbers i fois 2, je vais dire ce que ça fait, c'est ça fait transformation de ici. Le principe, c'est que je crée mes nouveaux éléments, j'ai push dedans, puis j'applique une fonction de transformation. OK? Puis dedans, je vais avoir les new numbers. Hein? Fait que si je reroule ça, c'est le même résultat, c'est le résultat que j'espère. Fait que là, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du fancy JavaScript. Hein? Donc, on s'est dit que quand on a des fonctions, on peut avoir à la place des fonctions des expressions. Donc, je peux avoir ici, en fait, je peux même mettre un const dans ce cas-ci, puisque ma fonction ne change pas. Je l'appelle transformation. Puis, à la place, je mets une petite flèche. OK? Donc, en ce moment, je reroule ça. Ça me donne encore le même code. Hein? Ça me donne encore la même réponse. J'ai rien changé dans la fonctionnalité de mon code. On continue à travailler là-dessus quand on a juste une instruction puis qu'on veut juste avoir le retour. J'ai même pas besoin de mettre les accolades. J'ai pas besoin de mettre le return non plus, en fait, quand j'ai juste un paramètre qui est le retour directement, quand j'ai juste une instruction qui est une évaluation du retour, je peux juste directement le mettre. Encore une fois, OK, je roule ça ici.
ça me donne le même résultat. Juste pour être certain, là, on va se rajouter un chiffre là, hein, pour prouver que c'est pas de la pacotille. Là, okay? On a le 12 qui apparaît. OK, ça multiplie par 2 chacun des éléments. On est encore bon. Fait que ce qu'on a ici, là, cette fonction-là de transformation. Quand j'utilise le map, ça va être ça qui va tout être automatiquement construit. J'ai juste besoin d'y donner ça. Fait que si on regarde comment ça marche. Donc, map, c'est une méthode que je peux invoquer de n'importe quel tableau. Puis, ce que j'ai besoin d'y donner. OK? Donc, si on regarde ici, à map, j'ai besoin d'y donner ce qu'on appelle un callback function. OK? Donc, un callback function, ça va être une fonction qui va être appelée automatiquement. OK? Que c'est elle qui va être appelée. Fait qu'on voit que c'est un callback avec au moins un paramètre qui est la valeur courante, hein, le val que j'ai écrit ici. Puis après ça, le restant, le index, array, c'est des valeurs facultatives que je peux rajouter. Puis en fait, ici, ça me rappelle qu'il y a un dernier raccourci que je peux avoir. Hein. J'ai des parenthèses pour me dire que c'est comme ma liste de paramètres, mais quand j'ai juste un paramètre, je peux être encore plus lâche, puis juste ne pas mettre de parenthèses. Puis ça fait le même code encore une fois. Fait qu'on a ici une fonction de transformation qui est appliquée par rapport aux différents nombres. Puis cette boucle-là, avec cette déclaration-là, c'est ce qui nous permet d'avoir les new numbers. Fait que le map, c'est le même principe, mais d'écrire ça en une seule ligne. Oui. Non, il y a juste JavaScript qui sont lâches de même. Puis, c'est... Hein? Oui, c'est bien, mais la problématique, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de manières d'écrire le même code, ce qui peut hautement porter à confusion. Ce que les langages les plus modernes font, c'est qu'ils vont avoir une méthode initiale, puis ils se disent comme il faut y penser bien la première fois, parce qu'on ne veut pas avoir comme 50 millions de codes qui fait la même chose, puis qu'un programmeur serait capable de comprendre une version, puis pas une autre version. Fait que, oui, c'est cool, mais c'est comme à chaque fois, il faut s'assurer de bien comprendre chacune des étapes de qu'est-ce qui est possible pour pas se perdre, tu sais. Fait que c'est cool une fois que t'es bon. Mais de se rendre là, c'est plus difficile que les autres langages. Fait que ça dépend à qui tu demandes. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que on a le numbers, on a la fonction map. Fait que à l'intérieur de ça, je vais avoir un callback. Fait que ici, je envoie ma fonction que j'ai écrite tantôt. Puis, juste avec ça, si je mets des points-virgules puis pas des points-virgules, dépendamment de comment ça me tente. Parce que JavaScript, on s'en fout. Et je peux voir ici, les deux tableaux font la même chose. Ça veut dire que tout ce code-là ici, c'est la même chose que ça. On peut voir pourquoi map, c'est le fun. Hein? Donc, le principe de map, c'est de prendre une valeur initiale, d'être capable de la transformer, de créer un nouveau tableau, puis d'avoir toutes les transformations qui sont appliquées à la partie initiale. Là, ici, il faut comprendre que c'est pas obligé d'être du même type. Hein? Donc, ici, si je fais un map, je peux dire, en utilisant les backticks, la valeur est 2 points. J'utilise quand je suis à l'intérieur des backticks. Hein, c'est un type de string spécial en JavaScript. Encore une fois, parce qu'il y a 50 millions de manières de faire toutes les choses en JavaScript. Ou c'est que je peux utiliser le $ et des accolades, hein, qui est différent de comment on fait en JSX, parce qu'en JSX, c'est juste des accolades seules, parce que en JavaScript, il y a 50 millions de manières de faire les choses. Fait qu'ici, je peux dire, OK, qu'est-ce qui arrive si je fais ça, là? Qu'est-ce qui va se passer, vous pensez?
j'avais mon tableau initial, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fait que là, ça a pris la valeur 1, ça a créé une nouvelle valeur, une nouvelle case du nouveau tableau, qui est une chaîne de caractères qui dit la valeur est 1. Et mettons, on va être excité. Hein? On va mettre un point d'exclamation. On est excité. Fait que, on peut voir ici que la valeur est 1, puis quand la valeur était 2, ben, ça l'a mis 2. Puis là, on peut voir ici que c'est un tableau de 6 cases, mais dans chacune des cases, j'ai une chaîne de caractères. Hein? Donc, je peux construire à partir d'une valeur initiale n'importe quoi. Hein? Ça va juste être un tableau de même taille qui va prendre comme entrée les valeurs de mon tableau initial. Et ça, c'était la parenthèse de map. Qu'est-ce qui arrive si je prends cette connaissance-là et je m'en retourne dans mon monde de React? Quand je m'en retourne dans mon monde avec JavaScript. Excellente question, Hugo. Penchons-nous sur la question. Je sens que ça va être extrêmement fructueux pour nos connaissances. Et voilà, hein, c'est les années d'expérience ici qui parlent. Donc, le principe, OK, c'est, mettons, j'ai la même expérience que qu'est-ce qu'on avait fait tantôt, OK, où c'est que, tu sais, j'avais un select avec des options, là, on va aller juste plus direct, là, où c'est que, tu sais, j'ai des LI, là, OK. Puis, pas mes raccourcis de Vim, là, je suis un peu déçu, là. J'ai installé mon ordinateur dernièrement, là, j'ai pas tout mis. C'est belle. J'écris pas aussi vite que je veux. OK. Fait que ici, on a une liste 1, 2, 3, 4. Fun. Mais admettons que je veux avoir ça, mais construit d'une manière automatisée. Hein? Je veux pas avoir ici à juste écrire ces affaires-là. Fait que je veux avoir dans mon affaire, dans mon component, je peux ici dire mettre mes nombres. OK. Puis, là, ce que je veux, hein, c'est être capable de construire des components en JSX, ben, du JSX, okay, des expressions de JSX qui vont rentrer dans mon UL. Fait que le principe ici, c'est je peux avoir un map sur ma liste de nombres. Puis qu'est-ce que je vais vouloir écrire à l'intérieur de ça? Qu'est-ce que je vais avoir besoin? Mais avant de faire ça, il faut bien construire le map. Donc, le map, comment il marche? Il prend une valeur initiale, hein, puis ça fait un arrow function avec cette valeur initiale-là. Fait qu'on va avoir ici une valeur initiale. On a notre arrow function. Puis là, effectivement, ce qu'on veut avoir, c'est notre val à l'intérieur d'un LI. Fait que ici, on a le LI, et à l'intérieur de ça, je veux le contenu de val. Oui, je ne vais pas marquer I, je vais marquer val. Fait que là, ici, j'ai une variable qui est un tableau qui va avoir 4 éléments. Puis à l'intérieur de chacun des éléments, je vais avoir le LI1, LI2, LI3, LI4. Comment je fais pour afficher ça à l'intérieur d'ici? Ben là, React nous aide. OK? Parce que React il est gentil, il est fin, il sait qu'est-ce qu'on veut. Fait que si je sauvegarde ça, puis mettons je mets un 5 ici, là. Quand fait qu'on vient de voir que le 5 vient d'apparaître. Quand j'ai un tableau d'éléments en JSX, lui, il va juste les afficher un après l'autre sans problème.
OK? Fait que si je voulais pas avoir juste la valeur, c'est-à-dire ma valeur, deux points. Hein, donc, je peux construire l'élément que j'ai besoin par rapport à l'entrée qui peut être d'un autre type complètement. Là, hein. L'entrée est un type numérique, j'utilise cette entrée-là, puis après ça, je construis chacun de mes éléments de ma liste. Il nous reste un dernier point à regarder par rapport à ça. Si on regarde dans notre console, on a en ce moment un warning, OK, qui nous dit « Warning! Each child in a list should have a unique key prop. » C'était comme « OK, de quoi tu parles exactement? » On va aller voir dans la documentation. Donc, quand on travaille dans la documentation, ici, il va être important de envoyer dans ici, dans le JSX, OK, qui vient se répéter dans le map. Hein? Donc ici, dans notre cas, c'est le LI qui est ici. Là. Donc, le principe, c'est que React est fait pour être capable d'optimiser qu'est-ce qui a besoin d'être rafraîchi ou pas dans notre code. Là, la problématique, c'est que quand on n'a rien d'additionnel, si ça ici, c'était tout des states, admettons, là, puis il y en a un dans la gang qui changerait, il faudrait qu'il réinitialise toute la liste. Puis ça peut devenir extrêmement peu performant à l'intérieur d'une application. Fait que nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est être capable d'identifier, OK, de donner des identificateurs, comme dans une base de données, mettons, là, à chacun des éléments de ma liste pour que React fasse une gestion interne de qu'est-ce que j'ai besoin de rajouter ou pas. Fait que le truc, c'est d'avoir une propriété key. Hein, donc, on sait que c'est du JSX, c'est comme les components. On a le droit d'avoir des attributs. Donc, on a l'attribut key. Puis, à l'intérieur, je veux avoir un élément qui va être unique. Okay? Que ce soit une chaîne de caractères, que ce soit un nombre, mais je veux avoir quelque chose qui est le plus unique possible. C'est pas obligé d'être unique, mais en gros, si c'est pas unique, c'est que s'il y en a un qui va rafraîchir, ben les deux qui ont le même nom vont rafraîchir en ce moment. Mais tant que c'est assez unique, on devrait être correct habituellement. Okay, ici, c'est assez simple. On a le numbers. Hein? Wow, j'ai pas dit numbers. Je veux dire val. Ici. Qui val. Ouais, excellent. Je vais juste rafraîchir ça. Excellent. Donc, le principe de la key, c'est pour donner un indice à React. Qu'est-ce qu'il y a dans la liste? Puis, si j'ai besoin d'en changer un, comment je fais pour le réidentifier? Fait que, mettons qu'il dit, OK, ben, il y en a un là-dedans que, à la place d'être un tableau, là, c'était une liste de state, là, que ça se peut que ça change, puis ça se peut que ça change individuellement, et ainsi de suite. Si j'ai besoin de changer le troisième, là, comment je fais pour savoir que j'ai juste besoin de changer le troisième? Lui, pour être capable de faire ça, il faut qu'il y ait un identificateur pour chacun des éléments de la liste. C'est à moi d'y fournir comment tu fais pour les identifier chacun de ceux-là. Fait que le but de la key ici, ben, ça va faire en sorte que pour celui-là, la key, ça va être le val, fait que ça va être 1. Pour celui-là, ça va être 2. Pour celui-là, ça va être 3. Pour celui-là, ça va être 4. Pour celui-là, ça va être 5. Est-ce que c'est plus clair ou c'est moins clair? Totalement. Excellente question. Fait que c'est justement là qu'on s'en allait. Tu lis dans mes pensées. Hey, aujourd'hui, on fait des mind meld. OK? Fait que mettons qu'on a une liste de salutations, puis dans la liste, hein, on a Bjurus. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire?
Mhm. 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 Uh-huh. Effectivement, si tu prends, mettons, l'auteur, tu sais. Puis, c'est effectivement ce qui se passe ici. Hein? On a ici le principe de Hey, t'as deux fois le mot allô, là. C'est pas nice, là. OK? Key should be unique so that components maintain their identity across updates, non-unique, blablabla. Ça peut, il y a plein de choses qui peuvent se passer qui sont pas nice. OK. Qu'est-ce qu'on fait pour régler ça? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est utiliser un truc qui vient avec le map. Fait que quand on est avec le map, on a le callback, hein, qui était notre fonction ici, qui avait un premier paramètre qui était le current value. Mais si je veux, je peux avoir d'autres paramètres dans cette fonction-là si j'en ai besoin. Je peux voir ici que le deuxième paramètre, ça serait l'indice où c'est que je suis rendu. Fait que ce qu'on va faire, donc IDX, c'est un terme pour les index. Okay, c'est une convention. Fait que je peux utiliser cet élément-là. C'est pas IDFix, c'est IDX. C'est son frère. Puis là, si on rafraîchit, on peut voir que avec cette nouvelle version-là, on a le IDX qui est utilisé comme key. Je peux avoir le val qui a la même valeur, mais les deux gardent leur identité séparée parce que j'ai utilisé la liste comme ça ici. Là, il y a un autre inconvénient, par exemple, à celui-là, parce que là, ça l'assume que les cases dans le tableau vont rester dans le même ordre. Fait que si à un moment donné, il y a des permutations dans l'ordre du tableau, tu ne peux pas utiliser cette méthode-là. Mais en gros, c'est ça, c'est tous des problèmes que tu apprends quand tu tombes dessus. OK, je peux vous en parler pendant une demi-heure, mais il n'y a rien qui va rentrer parce qu'il faut le vivre pour être capable de bien comprendre toutes les subtilités du problème. Oui. Mhm. Mhm. Fait que, excellente question. Puis, en fait, c'est React qui vient nous aider dans cette partie-là. Quand j'envoie à l'affichage de React un tableau, lui va automatiquement faire une boucle, puis va parcourir chacun des éléments, puis les afficher tour à tour. C'est React qui nous gère ça automatiquement. Excellent. Donc, ça fait le tour de qu'est-ce qu'on voulait regarder aujourd'hui. Donc, c'est tous les mêmes principes après ça ici. Là. Il y a juste avec toutes les plein de problèmes de clés possibles. Mais c'est pas des sujets qu'on devrait trop tomber dessus. Fait que ça fait en sorte que on est prêt à regarder le premier projet de React. Donc, laissez-moi sortir. On va regarder l'énoncé en premier. Donc, je vais vous envoyer dans quelques instants le lien pour créer les équipes et créer le repo. Parce que cette fois-ci, le repo, ça va être un repo commun à l'équipe. Donc, on va regarder tantôt comment ça fonctionne. Fait qu'on va regarder la prémisse du projet. Et après ça, on va regarder comment créer les équipes, comment créer le repo. Alright. Fait que, qu'est-ce qu'on veut faire? OK. Digne du dernier mois américain, on veut créer un logiciel qui va me permettre d'être une borne de vote. OK? Donc, si on regarde ici l'exemple, OK, l'exemple final, si on le repart,
on veut être capable, dans un premier temps, de rajouter différents candidats. OK? Donc, c'est quoi les candidats pour lesquels je peux voter? Une fois qu'on va avoir rajouté les candidats, je vais être capable de mettre la borne en mode vote. Fait que je peux partir le vote. À ce point-là, je peux voter, OK, en cliquant sur chacun des votes. Ici, on assume qu'on clique, chaque personne clique juste une fois, il n'y a pas de vérification ou autre chose que ça. Mais ça reste secret. Puis une fois qu'on a terminé, ça nous affiche c'est qui le vainqueur, puis c'est quoi le nombre de votes de chacun, de manière totalement anonyme. OK? Fait que ça va vraiment raccrocher toutes les différentes facettes de ce qu'on a vu dans le cours, hein, incluant les techniques d'aujourd'hui. Okay, avec du conditional rendering, avec les listes affichées. Donc, tous ces éléments-là devront être gérés par vous. Puis, évidemment, il y a une couple de petits trucs sur lesquels vous allez trébucher qui vont être intéressants à travailler dessus. Fait que le principe ici, c'est, bon, il faut être capable de rajouter des candidats avant un vote. Il faut être capable de voter pour des candidats. Puis, il faut être capable de déterminer le gagnant. OK? Donc, dans la version de base, on n'a pas besoin de tester s'il y a une égalité ou pas. S'il y a une égalité, ça va juste en sélectionner un aléatoirement dans ceux qui auraient gagné, mettons. Ou ça peut exploser même, c'est pas nécessaire. Donc, on a un requis technique. Ça veut dire que j'ai besoin d'avoir au moins ça dans votre code, okay, pour s'assurer que vous prenez les bonnes pratiques de React. Il faut au moins avoir 3 différents components, au minimum. Okay, donc, il peut en avoir plus. Donc, il faut en avoir un pour la partie d'ajout de candidats. Il faut en avoir un pour la liste de candidats. Il faut en avoir un pour la déclaration du gagnant. Okay, donc, au moins ces 3-là. Vous pouvez en avoir plus, mais c'est comme ça le minimum pour dire que c'est une application React avec des components qui vont travailler entre eux. Le principe, c'est qu'il y a plusieurs paliers possibles. Okay, donc, pour aller chercher la meilleure note, il va falloir aller chercher tous les différents paliers, mais on a un premier palier qui est le MVP, le Minimum Viable Product. Donc, pour être capable de passer ce travail-là, il faut au moins être capable d'ajouter le candidat, d'avoir la liste, puis d'avoir la déclaration du gagnant. Mais ça peut être tout sur la même page, sans transition. Okay? Fait que tu aurais comme une première partie, juste l'ajout, une deuxième partie, la liste avec les boutons de vote, une troisième partie qui dit comme en temps réel qui c'est qui est en train de gagner. Deuxième étape. Fait que le principe, c'est que vous pouvez vous rendre à là, puis une fois que vous êtes rendu là, vous pouvez passer au prochain palier, puis modifier, refactoriser votre application pour rajouter de la fonctionnalité. Hein, donc, méthode itérative, méthode agile, là, ça vous devrait vous dire des choses. Ensuite, après l'MVP, on a le principe de gestion d'étapes. Donc, je vais être capable d'avoir des parties séparées pour chacune des étapes. Donc, une première qui est juste la gestion des candidats. Fait que j'ai juste à l'écran la partie de gestion de candidats, puis la partie de comme j'ai la liste de disponibles, puis je veux juste avoir les noms. Je veux pas qu'il y ait un piton de vote qui traîne là pendant qu'on ajoute des candidats. Après ça, je vais être capable de passer à une deuxième étape, une étape de vote, où je vais juste avoir le nom des candidats, puis le bouton de vote, puis la possibilité d'arrêter le vote. Puis finalement, une troisième qui va être l'étape de agir la gestion du gagnant pour être capable de voir qu'est-ce qui se passe. Si on veut aller encore plus loin, donc là ici on tombe dans du bonus, là, hein? Donc je m'attends à seulement les équipes les plus étoffées à être capables de faire ça. Donc on va intégrer des animations à l'intérieur. Donc ici, si vous regardez, on va regarder qu'est-ce qui se passe quand on va cliquer sur le bouton Start Vote. Regardez bien le bouton End Vote qui va venir apparaître tranquillement dans ma fenêtre. OK? Donc, ici, on veut avoir des transitions. OK? Donc, aussi minime que ça soit des transitions et des animations. Donc, évidemment, on veut le faire avec React. Donc, on va aller regarder c'est quoi les différentes librairies qui me permettent de faire des transitions avec React, comment les implémenter dans mon programme, puis comment faire des choses intéressantes avec. Donc, encore une fois, ça ici, c'est pour ceux qui vont avoir fini d'avance et qui veulent se donner un challenge.
c'est pas mal ça. Le principe de base, c'est que dans le dépôt, hein, en passant, il n'y a rien pantoute. Donc, contrairement aux exercices, je ne vous donne pas un squelette de départ. Ça va être à vous de créer le squelette directement dans le repo que je vous donne. Le but ici, c'est que ça aille la même structure des autres repos que vous avez fait pour les exercices. Fait que vous retournerez voir à notre premier cours de React comment déployer à l'intérieur une nouvelle application de React. Ça va être ça qu'il va falloir faire entre vous, OK, dans votre projet. Pas pire. Y a-t-il des questions techniques avant qu'on passe à la création d'équipe puis à la gestion du dépôt sur GitHub? Aucunement. Aucunement. Oui. Non, c'est ça. Je vais vous donner une invitation, puis vous allez pouvoir les créer les équipes à partir de là. Vous allez avoir un repo commun où c'est que moi aussi, je vais avoir accès automatiquement. Mais c'est ce repo-là avec juste les deux fichiers, le README puis le demo.gif à l'intérieur. Donc, il n'y aura pas rien de code. Ça va être à vous de tout rajouter. Parfait. Fait que, on va y aller avec le principe que techniquement, on a réussi à faire le tour. On va donc former les équipes après l'enregistrement.